Bonsoir à tous, ravi de vous accueillir ici, pour ce qui doit être, à mon avis, l'une des dernières conférences avant la trêve estivale. Et c'est la deuxième fois qu'on a le plaisir de faire une soirée dédicace dans ce tout nouveau campus de Neoma, puisque ça a été ouvert en septembre dernier, donc il n'a pas encore sa première année. Et cette fois-ci, c'est sur des nouveaux livres, le 14e de la collection, sur la révolution de la donnée. Donc de nouveau des sujets un peu numériques et digitaux. Ça fait partie des sujets qui sont assez importants, qui sont forts. Alors, on avait un petit décalage cette année. Il est en vente depuis le 24 juin. Vous pouvez le trouver à Amazon, Fnac et dans toutes les bonnes librairies. Et je rappelle, pour ceux qui ne savent pas, que dans cette collection, donc on fait 2 à 3 livres par an, que tous les droits d'auteur sont reversés à la Fondation Neoma qui permet de financer des bourses. Donc, vous êtes là ce soir, vous pouvez en prendre chacun un exemplaire. C'est gratuit, c'est offert, c'était dans l'invitation. Et vous pourriez, on appelle ça une soirée dédicace, après faire dédicacer avec une grande partie des auteurs qui sont là ce soir. Donc, vous allez passer à la course pour les récupérer. Ce qui est intéressant, c'est aussi, n'hésitez pas à en parler autour de vous pour que les gens en achètent. Ça permet de financer des bourses. Je vous signale aussi que la semaine prochaine sort Santé et Management en version anglaise. Celui-ci avait été publié l'an dernier. C'est à ce jour l'un des 2 plus vendus de la collection. L'autre plus vendu, c'était celui sur le numérique, le digital, sorti il y a 4 ans, dont quelques-uns des co-auteurs, dont la co-éditrice Adeline est aussi ici. Et ça, c'est le second plus gros hit, Santé et Management, l'effet Covid, on va dire. Le sujet a intéressé plein de monde. Ce que je vous propose ce soir, c'est vous avez une partie des co-auteurs, alors tous ne sont pas là. On a le patron du Télécom de Brest qui est toujours à Brest. On a eu un cas de Covid ce matin, heureusement ça revient. Donc tous ne sont pas là, mais on a quand même un bon nombre. Ce que je propose, c'est d'abord, on va faire un petit tour de table, tour de rangée, pour se présenter. Et puis après, j'aurai quelques questions pour ces différents co-auteurs. Et puis après, on aura un espace de dialogue avec la salle. Et puis après, un cocktail où vous pourrez faire des dédicaces pour ceux qui le souhaitent. Donc je vous propose alors que chacun se présente rapidement. On va commencer par le bout. Voilà, pour les amis. Bonjour à toutes et à tous, enchantée. Donc, je suis Christine de Thibault. J'ai commencé ma carrière il y a une vingtaine d'années maintenant, d'abord dans la vente à distance, et puis j'ai très vite rejoint l'édition de logiciels chez un éditeur que vous devez probablement connaître qui est Sedge. J'ai passé une dizaine d'années, d'abord effectivement en marketing, fidélisation. Et puis, j'ai très vite rejoint les équipes qui étaient autour de la relation client et de la satisfaction, puisque ça ont toujours été mes drivers de manière générale, pour ensuite terminer notamment dans un tout nouveau service qui était l'expérience client, qui avait été créé en Europe sous l'impulsion des États-Unis, notamment sur le pilotage des études clients. Et puis, depuis le premier confinement, j'ai rejoint une société qui s'appelle Wooz, qui est une start-up qui s'est créée en 2016. Donc, qui a lancé une solution de digitalisation autour du staffing, qui aujourd'hui commence effectivement à aller très vite sur le marché avec une belle levée de fonds le mois dernier. Et entre-temps, j'ai quitté Wooz pour rejoindre le mois dernier NeoBrain, qui est une autre start-up spécialisée autour de tout ce qui est GPEG dynamique. Et donc, j'ai participé effectivement à cet atelier, à la rédaction de ce chapitre, notamment par rapport à l'ensemble de mon expérience au sein de l'expérience client chez chacun après présentera son chapitre pour une pitch pour vous donner envie de lire le livre. Donc, bonjour à tous et à toutes. Donc, je m'appelle André Rateau. Avec mon associé, en fait, on accompagne les entreprises à piloter leur recrutement et leur prospection commerciale par la data. Donc, on a créé en fait une solution de bout en bout avec en partie automatisée et en partie humaine parce que les deux pour nous sont indissociables. Et en fait, ça vient j'ai occupé moi différentes fonctions commerciales dans différentes structures d'un groupe du CAC 40 jusqu'à la start-up. Et en fait, on a monté l'outil qu'on aimait avoir quand on était commercial, tout simplement. Voilà, bonjour à tous, Olivier Tronchon. Je travaille depuis 25 ans, plus depuis 2 ans, je vais vous expliquer pourquoi. J'ai commencé par 15 années un peu plus dans les télécoms, où j'ai été directeur marketing d'une société qui s'appelait AOL, America Online, qui est décédée depuis, qui existait. Puis chez SFR 9CGTL. Et en 2015, j'ai eu la chance de rejoindre une société qui s'appelle Elisphère, que vous connaissez peut-être moins, mais qui est spécialisée dans le scoring et l'anticipation de la vie et de la mort des entreprises à un an. Et on a eu la chance, en tant que directeur marketing et membre de comité de direction, j'ai eu la chance de piloter l'équipe qui a lancé le premier score européen, voire mondial, qui utilisait l'intelligence artificielle sur une base
grande base de données. Voilà. Alors, plus depuis 2 ans, puisque j'ai revendu les parts de mon entreprise et j'habite aujourd'hui dans le Sud-Est où je donne des cours, j'aide quelques startups et je passe un peu de temps à produire des documentaires. Bonjour à tous, je m'appelle Othman Boujena, je suis professeur associé à Neoma Business School, au département marketing. Je travaille essentiellement en enseignement et en recherche autour de problématiques liées au CRM, Big Data, intelligence artificielle, disruption digitale, c'est un peu le champ de travail. J'ai été à l'origine du lancement du master spécialisé qu'on propose sur Paris, Marketing et Data Analytics, dans une logique justement de former les gens en 2016, de former des gens qui puissent avoir la double casquette décisionnelle et analytique. Et donc, je focalise beaucoup sur les enjeux autant technologiques, humains, mais aussi organisationnels liés à l'intégration de la data, notamment d'un point de vue marketing. Bonsoir, Cyril Bladier, je suis CESEM, j'ai enseigné grâce à Othman sur le campus de Reims, de Rouen, le Paris Executive Campus aussi pendant quelques années. J'ai créé une activité en 2009 de marketing digital et on a créé nos propres méthodologies de data qui vont aider les marketeurs à résoudre des problèmes de connaissance client, et donc on va l'utiliser derrière pour des stratégies de SEO, de business model, de stratégie online, de stratégie internationale basées sur la data, et donc un éclairage assez unique sur le marché, parce qu'on n'a pas trouvé d'autres startups qui fassent le même type d'éclairage pour les directions marketing. Alors moi je suis François Casals, j'ai une caractéristique, je suis le plus ancien d'assez loin, d'après ce que j'ai vu des co-auteurs, promotion 86. J'ai une triple activité. La principale, je suis le président d'un cabinet de conseil en stratégie que j'ai créé en 1998, la même année que Google, avec un succès différent. C'est du conseil, c'est pas mal. Et donc, nous, on accompagne des organisations en France et dans le monde sur la transformation de leur modèle, notamment modèle transformé par la technologie. Donc, ensuite, je suis professeur affilié à HEC Paris depuis 11 ans. Donc, je suis professeur de stratégie dans cette belle institution. Et puis, j'ai une activité assez singulière. Je suis officier de réserve de gendarmerie. Je suis au cabinet du directeur général de la gendarmerie. Et c'est moi qui pilote les stratégies data et intelligence artificielle de l'institution. Triple casquette. Ouais, triple casquette. Donc, Florence Dugas, donc je suis promo 97. Ça fait un peu plus de 25 ans que je travaille dans le conseil en organisation et système d'information. L'essentiel de mes missions étaient chez des clients dans le secteur de la banque et le secteur financier. La spécificité de mon parcours, c'est que j'ai fait essentiellement des projets transversaux qui impliquent soit plusieurs services, soit plusieurs entités d'une entreprise, soit une entreprise et ses filiales. Et c'est vrai qu'au cours de ma carrière, je me suis beaucoup heurtée à un certain nombre de problématiques qui sont liées à la donnée, ce qui fait que peu à peu, au fil de mon parcours, je dirais, j'ai acquis un vernis technique et un certain nombre de compétences par rapport aux problématiques de la data, qui font que je travaille assez fréquemment sur ces sujets-là, au-delà du projet au global. J'appartiens maintenant à un cabinet qui s'appelle Talent Consulting et du coup, au sein de ce cabinet, j'ai un peu la double casquette. J'ai la casquette finance parce que du point de vue métier, je travaille plutôt pour la banque et une casquette CIO Advisory où justement, on a tout un pôle de conseils autour de notamment de la data, de l'IA, des problématiques en fait IT. Voilà. Oui, alors moi, je suis entré d'ailleurs. Donc, je viens d'une formation ingénieur et j'ai fait un double diplôme à Neoma. À la suite, j'ai continué mes études. Je viens actuellement de finir aujourd'hui mon cursus en intelligence artificielle à Télécom Paris. Et je vais avoir l'occasion de travailler du coup dans un laboratoire de recherche et développement en IA, en intelligence artificielle justement, dans le domaine des ENR à Total Energy. Merci beaucoup. Donc, ce que je vous propose, c'est que chacun, alors là, on a 16 chapitres dans le livre. Vous avez la moitié des chapitres qui sont ici représentés. Peut-être que d'autres vont arriver après. Quelques absents, je ne pensais pas qu'ils seraient absents, mais peut-être malheureusement des cas de Covid. Je voudrais juste, chacun, on vous donne 2-3 minutes, et je vais faire dans l'ordre des chapitres. Présentez votre chapitre pour donner envie de le lire. Donc, ne révélez pas à la fin qui a tué le colonel Moutarde, parce que c'est lui coupable. On a découpé le livre, donc il fait un peu plus de 300 pages en 3 grandes parties.
Une première sur toutes les questions de stratégie et d'organisation autour de la donnée. Comment est-ce que les entreprises s'organisent, mettent en place leur stratégie autour de la donnée, les organisations associées, les impacts en termes de management. Et on a quatre des auteurs, de cet auteur de cette partie. On a une deuxième partie, parce qu'on s'est rendu compte que c'était un sujet qui revenait fréquemment, autour de la donnée par rapport au développement client. Donc, toute la partie commerciale, on voit que c'est quand même une partie importante, et nous avons ici 3 des co-auteurs. Et puis la troisième partie, c'est l'usage, les cas d'usage de la donnée, alors soit sectoriel, soit lié à des géographies ou autres. Et pareil, on donnera quelques exemples des cours. Alors, comme quoi on n'est pas bégueule chez Neuma, on commence par HEC. François, c'est toi qui fais le premier chapitre, qui était sur l'intelligence amplifiée par la technologie. Merci Jean-Michel. Un auteur en plus. On termine là. Voilà, tout le monde s'est présenté. Pardon, désolé pour mon retard. Edouard Préchard, j'ai fait le chapitre 16, je crois, sur la banque et la data. Voilà. Bonsoir à tous. Donc, on commence par le chapitre 1. Le chapitre 1, moi, c'est une lourde responsabilité. C'est une lourde responsabilité parce que si, dans l'hypothèse où j'aurais loupé mon chapitre, personne va lire après. Je vais beaucoup handicapé. Plus sérieusement, en fait, le chapitre aborde 2 thèmes. Il y a un thème qui est vraiment un thème d'éducation sur les concepts. Donc, comme je l'ai indiqué, moi, mon public de prédilection sont des cadres dirigeants, des membres de CODIR, COMEX, conseil d'administration. Et sur le sujet de la data, de l'intelligence artificielle, déjà, il y a une difficulté, c'est déjà comprendre les concepts principaux, de quoi on parle, avant même, après, d'aborder les usages métiers, et puis après, l'intégration de ces technologies pour amplifier la stratégie. Donc, il y a toute une partie du chapitre, et c'est sans doute la raison pour laquelle les directeurs de la collection, les responsables de l'ouvrage, ont placé en première position, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une espèce d'état des lieux des principaux concepts. Alors, à la fois, qu'est-ce que c'est que la donnée? Matière première, souvent, c'est le titre du livre. La métaphore, c'est de dire c'est l'or noir du 21e siècle. Alors, avec la métaphore, elle est exacte d'un certain point de vue et peut-être un peu moins d'un autre. Pas très exacte parce que autant le pétrole, l'or noir du 20e siècle, est plutôt une matière première en raréfaction. C'est pas du tout le cas de la donnée, qui est une matière première dont l'explosion de production est exponentielle. Alors, en revanche, il y a quelque chose qui s'y rapproche beaucoup, c'est le sujet du raffinage de cette donnée. C'est-à-dire que cette donnée, on va pouvoir lui donner de la valeur par des processus de raffinage, exactement comme le pétrole. La plupart du temps, la donnée brute n'a pas de valeur. Il va falloir la raffiner. Alors, ce raffinage, c'est à la fois un raffinage technique, puisque nous sommes en terrain de connaissance, ceux qui connaissent la data science, la modélisation, l'intelligence artificielle, savent que peut-être le temps le plus important du processus de valorisation, c'est le traitement de la donnée, le repérage de cette donnée, le nettoyage de cette donnée, la qualification de celle-ci. Donc là, il y a véritablement des contingences à la fois de compréhension métier, de conformité, aussi de captation informatique. Et puis après, la valorisation, elle va se faire par le recours à des protocoles scientifiques qui vont permettre, et après c'est la deuxième partie de mon chapitre, de passer d'un management qui était essentiellement un management proactif. On subit des phénomènes, on essaie de les comprendre. Ça, c'est la vieille business intelligence du XXe siècle, c'est le dashboarding, c'est le pilotage par des tableaux de bord, à un management qui, à mon avis, est potentiellement radicalement nouveau, qui est un management où on essaie d'être en anticipation des phénomènes, plutôt proactif, et l'intelligence artificielle sur le sujet va permettre d'entrer dans des démarches non pas seulement réactives, mais prédictives. Alors, moi, le postulat, vous l'avez compris, je ne suis pas un technicien, un ingénieur ou un chercheur en intelligence artificielle. En revanche, moi, le sujet, et c'est le sujet du chapitre, c'est comment ces technologies transforment profondément la manière de réaliser la stratégie d'une organisation. Et intelligence amplifiée, parce que le postulat que je vous propose, c'est qu'en fait, c'est un accélérateur, un amplificateur, un catalyseur très puissant de transformation. Derrière, pour finir, une fois qu'on envisage des transformations, typiquement de business model, on a une dimension humaine qui est absolument capitale, parce que transformer un modèle, c'est transformer une manière de travailler. Transformer une manière de travailler, c'est embarquer évidemment les collaborateurs, les équipes, les parties prenantes dans une nouvelle aventure, et c'est le sujet le plus compliqué. Donc, voilà, en 2 minutes, je pense. Petit peu plus, mais c'était parfait. Ça donne envie de commencer à lire le livre.
Alors, le chapitre 2 est écrit par Nicolas Borel. Ah ben voilà, c'est ce qui me semblait, j'étais pas sûr. Donc, c'est pour ça que... Donc, tu en profites pour te présenter. Moi, j'ai terminé mon la dernière fois, je vais me retrouver pour faire, c'est pas grave. J'en profite pour te présenter, et puis tu as compris, je te raconte ton chapitre. Je suis juste arrivé, mais je n'ai pas vu compris. Donc, Nicolas Borel, désolé pour le retard, j'arrive de ma province et pour les joies de la circulation dans Paris. Bravo, bienvenue. Donc, moi, je suis ingénieur, j'ai fait un double diplôme à Rouen et je suis dans la data depuis que j'ai commencé à travailler. J'ai fait une première tentative dans l'offshore, puis je me suis vite rabattu vers des choses que je connaissais mieux, comme la data. J'ai travaillé dans l'industrie du voyage, essentiellement. J'ai passé 10 ans chez Air France, Air France KLM, où j'ai construit le data warehouse commercial à l'époque. Et puis, j'ai fait diverses choses et je suis actuellement chez Amadeus, qui est donc le fournisseur de solutions technologiques pour toute l'industrie du voyage, un gros acteur mondial qui est derrière tout ce que vous utilisez pour faire des réservations, pour bloquer votre siège dans l'avion, etc. C'est nous qui sommes derrière, on ne nous voit pas, le grand public ne nous connaît pas, mais c'est nous qui permettons tout ça et qui, du coup, voyons passer tout un tas de data sur vos voyages. Et là, ça t'a donné envie d'écrire un chapitre sur le management. Voilà. Alors, en fait, j'ai découvert que chez Amadeus, on a une grosse population d'ingénieurs, on a beaucoup d'informaticiens, de développeurs, etc. Et on leur a, on va dire, lâchement délégué tout le management des données, d'accord, qui gère d'un point de vue technique et non pas d'un point de vue business. Et moi, je suis arrivé dans cette entreprise avec en charge de développer de nouvelles sources de revenus basées sur les datas, et j'ai découvert que on ne savait pas trop bien vendre nos datas parce qu'on ne les utilisait pas pour nous-mêmes, on ne les manageait pas, on n'en connaissait pas la qualité, on n'en faisait rien. Et du coup, ça fait 10 ans que je mène une croisade interne pour, on va dire, augmenter la data littératie, pour faire prendre conscience aux gens qu'il faut des organisations spécifiques, il faut des outils, il faut des méthodologies, il faut des process, il faut tout ça. Et du coup, je me suis dit, les lecteurs de ce livre, qui sont, j'imagine, du côté business, je voulais les sensibiliser au fait qu'on compte sur eux. Enfin, je veux dire, les gens du business ont une part très importante à jouer dans ce management de la data. C'est très lâche de déléguer ça aux informaticiens. Ils ne peuvent pas tout faire tout seuls et il y a un gros besoin de la contribution du business. Donc, je voulais démythifier un peu le data management, vous expliquer en quoi ça consiste. C'est relativement facile à faire parce qu'il y a un état de l'art qui existe. Donc, je me suis contenté, on va dire, de traduire en mots courants l'état de l'art qui est prêché par une institution qui s'appelle DAMA, qui est l'Association mondiale du data management. Nicolas. Et vous verrez dans le livre, il y a beaucoup d'anglicisme. Donc là, je pense que Professeur Sloïev va nous tomber dessus. Mais ça, c'est un peu l'inconvénient. Il ne faut pas tout traduire non plus. Et dans les anglicismes, il y a Data Centricity. Et c'est le chapitre d'Ottman. J'avais oublié de le lire en introduction. Cette collection de livres, en termes de co-auteurs, c'est à la fois des alumni de Neoma, parfois des externes invités, et puis des professeurs, des chercheurs de Neoma. Depuis le début de la collection en 2016, il y a environ une quarantaine de professeurs qui ont contribué et près de 180 diplômés. Maintenant, les professeurs, il y a... Merci, et merci pour cette initiative, justement. Je trouve que c'est très enrichissant de mutualiser les regards et les intelligences autour de phénomènes, y compris celui de la donnée. Donc, par rapport à mon chapitre, alors, je commencerai par introduire un petit mot autour de la tech. En fait, l'évolution technologique, en fait, ou le progrès technologique est souvent une manière de cristalliser notre envie de nouveau, parfois nos anxiétés, nos craintes, notre volonté de faire différemment ou mieux faire les choses. Et c'est vrai qu'on projette beaucoup de choses sur l'avancement technologique qui a affecté beaucoup d'aspects dans la société de manière générale et les organisations, qui est notre focus pour le bouquin. L'idée, en fait, c'est de porter un regard un peu plus posé, ou ce qu'on appelle un deuxième regard, comme diraient les philosophes, au-delà de la sublimation et la passion qu'on pourrait avoir et qui pourrait être justifiée pour l'avancement technologique, parce que c'est effectivement toujours très fascinant de voir ce qu'on arrive à faire avec, mais d'essayer un petit peu de clarifier la dynamique technologique, y compris par la manière dont les décideurs peuvent se la représenter mentalement. Parce que
qu'on parle de transformation digitale, qu'on parle de data centricity ou qu'on parle de customer centricity, tous ces mots sont des fashion words qu'on utilise beaucoup. Il est toujours très bon de dire qu'on est customer centric ou de prétendre qu'on est data centric, etc. Mais après, qu'est-ce qu'on met derrière comme sens? C'est un autre challenge. Et si je devais résumer mon chapitre en un seul mot, c'est de dire que c'est un passage de l'essence au sens ou à la valeur, comme a dit François, c'est un peu ce qu'on pourrait rapprocher à la notion de sens. Donc, l'idée, en fait, c'est d'explorer un peu la dynamique technologique comme un continuum, et c'est un continuum avec une perspective temporelle. En fait. Donc, l'infusion, ce que j'appelle l'infusion technologique, entre le moment où on s'intéresse à une technologie, on l'intègre et qu'elle prend le temps d'être infusée dans l'organisation, dans les pratiques, dans les manières de travailler, de prendre des décisions, il y a un temps qui s'écoule et c'est important d'être très lucide en fait. Et c'est là où je distingue en fait entre autres la digitalisation, de la transformation digitale qui est à un niveau un peu plus holistique en fait d'infusion de la technologie qui amène même à revisiter la manière de créer de la valeur au sein des organisations. Une fois les choses claires à ce niveau, arrivent d'autres enjeux de qu'est-ce que la data et quelle place ça va prendre dans l'organisation, y compris dans la manière de prendre des décisions. Disposer de la data aujourd'hui n'est plus un vrai challenge, on est noyé sous la data, mais la distinction ou la différenciation se fait plutôt par rapport à la manière de l'exploiter ou d'en extraire de la valeur. Et c'est là où vient l'approche justement par rapport à la data centricity, à la manière de penser l'organisation et de faire en sorte que le réflexe s'installe, de s'inspirer de la data et comme l'a dit très bien aussi François, comment passer de l'approche juste de diagnostic ou descriptive à faire en sorte que la data soit un levier aussi de prédiction qui permet, que ce soit pour le marketing ou pour d'autres fonctions en entreprise, de pouvoir envisager et anticiper. C'est souvent une fonction qu'on oublie, qui est un axe très important, bien évidemment, d'avantages concurrentiels, entre autres. Arrive ensuite le client, bien évidemment. Bon, là, c'est plus mon côté marketing qui a pris le dessus. On peut bien sûr l'aborder sous différents angles, supply chain, finance, etc. J'ai mis l'accent sur la customer centricity en lien avec la data, puisque aujourd'hui, on est dans l'économie de la connaissance. Connaître les clients passe par la case justement de capacité analytique des entreprises et c'est là où je positionne un certain nombre de leviers importants pour appréhender la data, y compris sur la manière de stocker, d'organiser et donc via l'aspect d'architecture des données qui est hyper important parce que là encore, vous pouvez disposer de beaucoup de data, mais comment les choses sont installées en interne en termes de système d'information et de fluidification de la circulation et du partage, y compris de désilotage aussi au sein de l'entreprise, qui est un autre challenge, c'est aussi important. Et je finis en fait par les enjeux. On dit souvent qu'il faut faire la différence entre what technology can do versus what technology should do. Et je pense entre les deux verbes, c'est l'arbitrage humain qui doit intervenir. Les capacités technologiques sont énormes, mais il y a des lignes rouges. On a vu des excès, on parle du data breach aujourd'hui, entre autres. Il y a des enjeux de cybersécurité, il y a des enjeux de discrimination par rapport à l'intelligence artificielle. Et donc, je finis le chapitre sur un triptyque éthique, responsabilité et durabilité aussi, parce qu'il y a l'empreinte carbone avec les data centers, etc. En tout cas, merci. Tu as placé le mot sublimation ce soir. Je pense que je ne pensais pas que quelqu'un le ferait. Quelqu'un prend les autres. Alors, le quatrième chapitre, normalement, le co-auteur, c'était prévu, n'est pas là. C'est Guillaume Basse, qui est le directeur numérique du groupe Telegram. Donc, il nous a envoyé le crachat breton. Il est resté sur place. Vous ne pouvez pas être là avec nous. Lui, il a regardé la partie projet, notamment quels sont tous les pièges à éviter quand on lance un projet data. Parce que tous ceux qui s'y sont frottés se rendent compte que c'est pas comme ça, ça claque pas des doigts. Donc, lui, il a regardé une sorte des 10 points à éviter pour. Donc, je vous laisserai les lire. C'est pas moi qui ai fait son résumé pour éviter d'échouer sur un projet data dans une entreprise. Ensuite, intelligence artificielle. Donc ça, c'est là où nous avons Olivier qui va nous a présenté un chapitre pour voir les prérequis, les impacts et les nouveaux horizons pour la data associée à l'intelligence artificielle. Alors, c'est moi, Jean-Michel. C'est Tancred qui a fait la fin, je crois. Oui. Ah pardon, oui, c'est Olivier. C'est pas grave. Olivier.
Oui, alors moi j'admire les discussions qu'on a eues parce que c'est très vrai et on retrouve dans tout ce que vous avez dit à la fois cette frustration d'être dans des entreprises où il y a des kilos de data et on ne sait pas quoi en faire, les gens ne sont pas sensibilisés et l'important c'est effectivement de faire venir avec tout le vocabulaire que tu vas nous donner et qui fait rêver. De mon côté, ce que j'ai cherché à faire après avoir discuté avec Jean-Michel, c'est de vous donner une expérience très de terrain. Je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avons été la première société en Europe, voire dans le monde, à commercialiser à très haute fréquence, à très grand volume, un score 100% basé sur de l'intelligence artificielle dans une industrie qui n'utilisait pas l'intelligence artificielle. Et donc, on a dû affronter dans cette commercialisation, sachant que parmi nos clients, il y avait les plus grands groupes du CAC 40, des sociétés internationales, puisque notre score est diffusé à l'international de la même manière, et puis des petites entreprises du tissu des PME françaises, ETI, etc. Et durant la conception de ce score, on n'avait pas imaginé la difficulté qu'on aurait à dire à nos clients « Ayez confiance en l'IA, on va vous expliquer l'IA ». Et donc, je suis parti de ce constat-là dans ce chapitre pour remonter en fait tout ce qui doit être expliqué au tissu économique, aux dirigeants, aux utilisateurs finaux, à ceux qui ont peur aussi dans l'entreprise de l'intelligence artificielle, et en le regardant sous le prisme d'une transformation de la data, donc une sorte de reverse engineering. L'IA est là. Comment toute la chaîne de la data doit évoluer dans les entreprises qui vont l'utiliser. Donc, c'est ça qu'on a essayé de faire, que j'ai essayé de faire dans ce chapitre-là. Alors, évidemment, on passe par des définitions parce que c'est important de poser les bons termes. On suit ensuite sur tout ce chaînage de la data, mais qui a déjà été un peu expliqué sur l'importance de vraiment travailler sur la qualité de la donnée. Il n'y a pas de bon score d'intelligence artificielle, il n'y a pas d'intelligence artificielle sans qualité de la donnée en entrée. On oublie trop souvent qu'aujourd'hui, malheureusement, un data scientist va passer 80% de son temps à qualifier cette donnée et à la rendre propre. Et ensuite, effectivement, d'ouvrir sur tout ce que ça peut amener aux entreprises et comment ensuite on réduit cette crainte qu'il peut avoir autour de l'IA. Le dernier chapitre, enfin, est un chapitre qui est axé sur un sujet qui n'a pas été encore abordé, mais comment ces entreprises PME, TPE françaises qui ont un capital de data, voire ETI aussi, qui ne sont pas matures sur cette gestion de la donnée, comment peuvent-elles s'approprier toute ou partie de l'IA? Et donc, qu'est-ce que ça induit ou qu'est-ce que ça pourrait induire comme nouveau modèle? Et notamment sur des data platforms qui pourraient être partagées. Il y a des sociétés à Lyon comme DAOX qui fait ce genre de choses-là. Et des nouveaux écosystèmes dans lesquels la donnée pourrait permettre à ces entreprises petites, elles aussi, d'avoir accès à l'intelligence artificielle, puisqu'on le rappelle, pour avoir de l'intelligence artificielle performante, il faut un énorme volume de données. Et les petites entreprises ne vont pas forcément. Donc ça, c'est la dernière partie qui ouvre un peu plus sur l'IA. Alors, les deux chapitres suivants ont été écrits par deux diplômés issus de la meilleure promo de Neoma, la promo 97, évidemment, donc vous devinez la mienne. Un chapitre par Fidi Ranaï Boyer-Rivello, qui est le directeur marketing Data d'Atos, qui a écrit un chapitre sur, alors non pas le management de la donnée, mais le manager face à la donnée, donc tous les impacts que certains ont déjà évoqués de tous ces projets de données pour les managers dans les entreprises, qu'est-ce que ça impacte chez eux. Et ensuite, ça termine cette première partie un peu stratégie organisation, le chapitre de Florence. Très bonne promo aussi, sur l'enjeu de la qualité de la donnée. On peut quand même en parler de la qualité de la donnée. Exactement. Donc, en fait, c'est vrai que le chapitre en soi est plutôt une boîte à outils. Il faut donner conscience que derrière une donnée, il y a tout un tas d'autres données pour caractériser la donnée. Et paradoxalement, ces données, on a un coût et il y a un potentiel énorme en fait à trouver, à dégager, à faire des économies en ayant des données de meilleure qualité. On a plusieurs causes au fait que les données ne sont pas forcément de qualité. Tout bêtement, déjà, ne serait-ce que des migrations, des fusions entre entreprises, les données sont très hétérogènes et souvent, de fait, on garde ces données hétérogènes au moment des consolidations de données. On a d'autres cas qui est tout simplement la dégradation technique que peut rencontrer une donnée. Donc, pour vous donner une idée, ayant travaillé pour les salles de marché, lorsque vous passez pour une banque en salle de marché un ordre, entre le front et le déroulement jusqu'au back-office et puis après le traitement au niveau comptable, financier et plus tard au risque, les données transitent dans un peu plus d'une vingtaine de logiciels ou systèmes différents. Donc, vous pouvez imaginer qu'à chaque fois qu'on transfère des données, on prend un risque de dégradation de données. Et le troisième, c'est tout simplement la donnée n'est pas mise à jour. Donc ça, on connaît un exemple bête, une adresse, ne serait-ce que d'avoir une adresse juste pour contacter un client. Le client ne nous donne pas toujours sa dernière adresse, elle n'a pas été rafraîchie ou peut-être qu'elle n'a pas été mise à jour.
Donc, on a toutes ces problématiques-là qu'on rencontre et qui sont un coût, parce que lorsqu'on a un processus client, lorsqu'on veut toucher un client, lorsqu'on facture, ça a un coût réel parce que on crée du retard, on crée de l'inertie, on crée des irritants aussi vis-à-vis des clients, ça peut être aussi vis-à-vis de nos fournisseurs d'une entreprise. Et tout ça, ça a un coût. Et donc, plus on détecte tôt un problème lié à cette qualité de données et plus les corriger tôt, moins on aura des coûts et des irritants qui vont se répercuter dans les processus qui sont en aval. Donc, en fait, cette qualité de données, dès que vous faites des projets transversaux, c'est quelque chose qu'on constate. Ça a un coût. Et ça aussi, les directions générales ne s'en rendent pas compte. C'est un coût caché. C'est que derrière, pour réparer souvent tous ces problèmes liés à ces écarts de données, il y a beaucoup de gens au niveau de l'IT ou des fois au niveau du service réclamation ou qui interviennent pour faire ces corrections. Donc, c'est important et je dirais, c'est comme beaucoup de gens au niveau des directions générales sont très enthousiastes par rapport à l'IA. Par rapport aussi à leur pilotage, mais piloter des données sans avoir des reporting, alors que les données derrière ne sont pas bonnes ou ne sont pas justes, vous pilotez quelque chose qui n'est pas précis, qui n'est pas exact, vous pouvez prendre de mauvaises décisions. Donc, c'est vraiment un enjeu qui est quand même crucial et souvent, c'est un peu méconnu ou laissé de côté. Alors, c'est vrai qu'avec le data management, c'est quelque chose qui ressort, qui commence à être connu un peu plus, je dirais, des autres services de l'entreprise, mais il est vraiment important qu'à un moment donné, les métiers, les directions générales aient conscience que ces données-là, si les données sont bonnes, ça améliorera un certain nombre de processus dans leur entreprise. Et donc là, le chapitre, c'est vraiment un petit focus sur tout un tas d'éléments, c'est-à-dire que une donnée, c'est déjà quand est-ce qu'elle la met à jour, d'où elle vient, d'où elle provient, depuis combien de temps elle est là, pour essayer de trouver des moyens de détecter, d'anticiper ces dégradations. Donc, il faut savoir que quand on prend certaines sociétés comme Prospère, qui sont spécialisées dans le sujet, ont montré qu'en général, en moyenne, si vous prenez un carnet d'adresses clients, vous avez facilement 15 à 25% de données qui se dégradent tous les ans naturellement par un certain nombre de changements. Et ne serait-ce que d'être capable d'anticiper et d'arriver à chercher la mise à jour, soit en se connectant avec un certain nombre de données qui sont mises à disposition à droite à gauche, ça peut permettre quand même de travailler mieux et de développer des coûts. Donc voilà, et c'est ce que je disais, c'était mon principal message, c'est l'IA c'est bien, mais c'est toujours mieux quand on travaille avec des bonnes données. C'est vrai que c'est important. C'est clair. Merci beaucoup, Florence. Alors, la deuxième partie du livre comprend 4 chapitres, et ça, c'est le regard sur la donnée dans la relation avec le client, le marketing, service client, commercial. Alors, sur le marketing, c'est Cyril qui commence cette partie et qui nous explique comment la donnée peut éviter de se planter dans sa stratégie marketing. Comment est-ce possible? Oui, comme j'ai dit tout à l'heure, nous, l'usage qu'on a de la donnée, c'est d'aider les directions générales et directions marketing à bien comprendre leurs clients et leur comportement en ligne. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je pense que le plus simple, c'est de prendre des exemples de ce que ça permet de faire, en fait. Il y a quelques années, on a travaillé pour le ministère de l'Agriculture qui nous disait nos filières ne sont pas assez pleines et on ne sait pas comment attirer les jeunes vers nos filières. Et en fait, on leur a dit, voilà, aujourd'hui, si vous voulez intéresser des élèves qui sont en 5e, 4e, 3e sur leur orientation professionnelle, voilà sur quel sujet il fallait les chercher. Donc, on a analysé de la data, et si c'était un debriefing data, ce n'était pas des enquêtes téléphoniques ou des sondages, c'était vraiment de la data en disant, voilà quelles sont aujourd'hui les questions que cette tranche d'âge se pose. Et donc, en communiquant, en répondant à ces problématiques, vous allez réussir à les attirer vers vous. Il y a plus de 3 ans, on a été contacté par EDF Innovation qui nous ont dit, voilà, on doit se développer, faire autre chose que l'électricité. On a 4 ou 5 startups qu'on a repérées, on ne sait pas trop dans lesquelles il faut investir. Le business model, la finance, on sait gérer, mais d'un point de vue digital, on le connaît absolument bien et on ne sait pas faire. Et donc là, on a fait un audit des différents marchés, des différentes startups. Et la question, c'était quelle startup aura le meilleur effet de levier une fois intégrée chez EDF pour accélérer et être très, très rapide au démarrage. Et la startup qu'on leur a recommandée, ça a fait Easy by EDF, vous avez peut-être entendu parler, vu dans les affichages dans Paris. C'est la recommandation qu'on a faite d'acquisition à EDF. Il y a quelques mois, j'ai été contacté par une entreprise B2B qui nous dit, voilà, on est vendu par des distributeurs, on veut s'internationaliser, se développer en Europe, on est présent dans 15 pays, il faut qu'on fasse du digital, mais on ne sait pas par quel pays commencer, ni par quel produit. On a 15 pays, 12 produits, donc ça fait un nombre de clés d'entrée
inimaginable. Est-ce qu'on fait l'attaque par pays? Est-ce qu'on rentre par métier dans les différents pays? Et donc là, on aura fait toujours pareil par la data sur chacun des marchés. Quel est le niveau de demande? Enfin, des trucs fondamentaux de marketing. Quel est le niveau de demande? Quelle est la barrière à l'entrée? Quel est l'effort marketing à faire? Et après, vous avez un mapping très précis pour chacun des pays, chacune des familles de produits. Et vous pouvez vraiment décider en amont par quel pays commencer et par quelle famille de produits commencer. Et décider. Est-ce qu'ils ont une stratégie pays ou une stratégie produit ou une stratégie mixte des deux? Il y a 2 mois, on a bossé pour un fonds d'investissement en pré-acquisition d'une start-up. Ils ont dit voilà, ils font du glamping, du camping de l'amour. Nous, on ne connaît pas ce marché, on a un fonds d'investissement. Comme pour EDF, on connaît, voilà, sur le côté analyse des bilans, etc., il n'y a aucun problème. En fait, d'un point de vue budgétaire, on n'y connaît rien. Et là, pareil, on a fait des études comme pour la boîte de bâtiment sur les différents pays européens qui sont présents, quels étaient les pays avec le meilleur effet de levier, quel investissement marketing à faire, etc. Et dernier exemple, là, la semaine dernière, une boîte de silver economy qui est présente sur un métier, qui peut se développer sur un autre métier, ils y connaissent à rien du tout, absolument rien. Et donc, la mission, là encore, avec la data, c'est quel est le marché, comment rentrer sur le marché, par quelle stratégie, comment communiquer, quel marketing, quel client aller chercher, sur quelle thématique. Donc, vraiment, on a un usage de data qui représente tout ce qui a été dit. On va récolter de la data, on la nettoie, on la trie, on la segmente, et derrière, on a des recommandations extrêmement précises sur tout ce qui est stratégie digitale, quelle est la segmentation en ligne, quel segment on va aller chercher et par quel produit on va commencer. Ce sera vraiment des usages extrêmement concrets, très applicatifs de la data qui vont se traduire sur des stratégies de référencement, de sites internet, de stratégies digitales, de communication sur les réseaux sociaux, etc. Merci Cyril. Ensuite, maintenant, passons au côté client, service client, relation client. Christine, ton chapitre est sur la donnée au service de la voix du client. Comment la donnée aide la voix du client? Merci Jean-Michel. Alors, moi, j'ai voulu en tout cas aborder ce chapitre sous 2 angles, un peu pour reprendre ce que disait Florence sur une partie un peu boîte à outils, mais aussi bonne pratique. Donc, je l'ai construit en fait en 3 parties. La première, c'est finalement aujourd'hui ce qu'on entend au niveau des comités de direction du COMOP, c'est laissons toujours une place pour le client autour de la table. On l'entend et finalement, qu'est-ce que ça veut dire et comment concrètement ça se traduit dans les faits au sein de l'entreprise. Donc, au sein du chapitre, en fait, j'ai voulu déjà montrer la genèse et notamment la montée en puissance de la donnée et de la voix du client, grâce notamment à l'émergence des réseaux sociaux, entre autres, de tout ce qu'on peut trouver autour de data qui sont multi et ultra diffusées, et comment, en fait, de plus en plus, notamment via des laboratoires de recherche, notamment chez Nestlé, on a pu en fait voir cette émergence autour de la voix du client, autour de la donnée, ce qu'elle allait en faire, et notamment tout un écosystème autour de cette donnée client qui se mettait en place. Quand j'entends d'écosystème, c'est à la fois en fait des éditeurs de logiciels qui commençaient effectivement à voir un marché émergent et à pouvoir se placer en termes de text analytics notamment, mais aussi finalement en termes d'organisation, de nouvelles associations, de nouveaux métiers qui commençaient en fait à graviter autour de la relation client et notamment comment co-construire autour de cette donnée client. Et en fait, tout le chapitre va plutôt ensuite se découler sur, voilà, je suis au sein d'une entreprise, je suis responsable de l'expérience client, de la relation client. Comment aujourd'hui, en fait, je vais pouvoir mettre en place une organisation, une structure, impliquer en fait l'ensemble des acteurs, des parties prenantes au sein de ma structure, au sein de ma société, mais peut-être aussi dans un écosystème un peu plus large, des partenaires, des revendeurs, quel que soit le secteur d'activité dans lequel on est, pour pouvoir en fait travailler sur cette culture et cette donnée client. À la fois sur une thématique effectivement quantitative, donc on a beaucoup entendu parler, vous avez certainement entendu parler d'indicateurs clés comme le NPS, le Customer Satisfaction, qui sont les principaux qu'on peut entendre autant autour de la relation client, mais aussi autour de la voix client, donc les fameux verbatim. Donc comment en fait on les travaille, comment on les analyse, comment en fait on en identifie des recommandations et des plans d'action avec les services et les parties prenantes. Beaucoup effectivement avec les services clients, le service support, beaucoup avec le marketing, mais finalement toute une acculturation et une diffusion au sein de la compagnie qui va impliquer l'ensemble des structures.
que ça aille effectivement au niveau du comité de direction avec des sponsors identifiés. C'est très important effectivement pour porter cette voix du client, mais aussi au sein de la direction financière, direction des achats, etc. Et effectivement, de voir à partir du moment où vous avez lancé toute cette partie, effectivement, cette organisation autour de la relation client, quelles sont ensuite finalement l'autoroute des possibles qui s'ouvre à vous sur effectivement comment vous pouvez avancer, aller encore un cran plus loin. Merci beaucoup. Alors, François Scolar, qui est professeur à Neuma, a aussi écrit un chapitre sur en quoi la data analytics aide à améliorer l'expérience client en entreprise. Et puis, comment dans les locaux d'une école de commerce, c'est-à-dire commerce et commercial et vente. Et ça, c'était le chapitre d'André. Moi, de mon côté, j'ai fait un focus sur le métier du commercial uniquement B2B. Et en fait, montrer toute l'évolution en partant des années 80-90 jusqu'à aujourd'hui. Donc, en partant, pour ceux qui ont connu, comme moi, j'allais dire, un bottin jaune, une cabine téléphonique, une carte routière, un fax pour aller prospecter jusqu'à aujourd'hui où avec l'ensemble des données, on peut faire du prédictif avec tout ce qu'on a, tout ce qu'on peut récupérer, tout ce que le client en fait génère. Aujourd'hui, un commercial en B2B, on est capable, bien entendu, il faut traiter la donnée, l'analyser et surtout la mesurer. Et l'idée derrière tout ça, c'est comment ça améliore son quotidien. Le Covid a beaucoup aidé les commerciaux parce que ça leur a permis de faire un bond technologique. Et ça a poussé aussi les commerciaux à se réinventer. C'est un métier qui se réinvente en permanence. Et en fait, aujourd'hui, avec l'ensemble des données que l'on peut récolter, le métier de commercial aujourd'hui a une grande part de... On a moins de... Comment on appelle ça ? De feeling où il y a peut-être 10-20 ans, quand un commercial devait s'engager sur des résultats, aujourd'hui, avec les données, on est capable de dire, OK, on n'est pas capable d'identifier quels sont les prospects les plus chauds. Quel est, alors je vais pas un gros mot, mais un scoring d'intérêt en fonction de son parcours client, en fonction du tracking qu'on peut avoir, comment se concentrer sur les prospects les plus chauds, et puis derrière, faire des ventes, puisque c'est le métier propre du commercial. Et je finirai par juste un petit, je le dis souvent, mais c'est vrai que le métier de commercial est un des métiers les plus beaux, virgule, quand ça marche. Et c'est surtout quand ça marche qui est le plus important. C'est pas faux du tout. Et puis, dernier chapitre, sauf s'il y a un auteur caché dans la salle, c'est Tancred, chapitre sur l'intelligence artificielle. Oui. Ah oui, c'était ça le sujet. Oui. Moi, ce que je cherche à faire, c'est, bon, comme je l'ai dit, j'ai un background un peu plus technique peut-être que d'autres intervenants. Du coup, je voulais un peu le mettre en avant, essayer d'un peu dégrossir. Parce qu'on a, quand je lis des articles, quand on discute avec les gens, on a l'impression que ça permet de faire tout et n'importe quoi, que c'est tout le temps utilisé partout et que c'est un peu indépassable comme origine. Donc, je voulais un peu remettre l'église au centre du village, si on peut dire. Parce qu'en fait, c'est très à la mode en ce moment, mais il ne faut pas oublier que c'était dans notre domaine, en tout cas, l'enfant mal aimé. C'est-à-dire jusqu'à ce qu'un Français qui s'appelle Yann Lequin le remette au goût du jour dans les années 2010 à peu près. Très peu de personnes voulaient travailler là-dedans et trouvaient que c'était un non-sens de travailler là-dedans. Et maintenant, ça fait un énorme boom. Donc, au final, c'est assez récent. Donc, il y a un peu un enthousiasme un peu trop fort. Et je voulais un peu le remettre, remettre ce que c'est réellement. Ensuite, je voulais un peu faire une espèce de projection dans le futur dans certains grands domaines d'activité, voir un peu où ça en est, voir où ça peut aller et essayer de voir un peu les points clés qui pourraient être vraiment révolutionnaires dans certains postes. Parce que l'avantage de l'IA, c'est que elle a un fort pouvoir disruptif, en fait, potentiellement. Alors, faut pas imaginer non plus que ça va remplacer l'humain tout le temps, mais il peut avoir ça peut vraiment être un atout. On a beaucoup parlé des données avant, donc bien sûr, il faut qu'on ait cette information à disposition. Mais voilà, je voulais aussi finir sur une partie un peu plus sur l'éthique, puisque c'est un domaine qui se développe énormément actuellement. Donc, moi, je viens de sortir d'école et j'avais énormément de tests proposés dans ces domaines-là, parce que l'IA, c'est bien, mais en fait, il y a beaucoup de cas de figure, on dit souvent, on ne sait pas trop ce qui se passe. Alors, c'est vrai, pas vrai, mais en fait, c'est plus dans l'idée, être capable les gens qui vont l'utiliser, ce n'est pas des techniciens. Et il faut qu'ils soient en capacité après, quand ils vont prendre des décisions, on a parlé de l'usage de l'IA pour faire de la décision, il faut qu'ils soient capables après de dire, par exemple, si on vous refuse un prêt et que c'est l'IA qui l'a défini, il faut être capable de dire pourquoi l'IA vous a dit que vous n'avez pas ce prêt. Donc, j'ai voulu un peu dégrossir tous ces grands sujets et j'espère que ça va pouvoir vous intéresser. Merci. Et puis, comme erreur humaine, je n'ai pas oublié d'auteur dans la salle, mais j'en ai oublié un dans la rangée. Désolé, Edouard. Évidemment, là, on était rentré dans la troisième partie du livre, qui était des cas concrets, des usages concrets, notamment sectoriels, de l'usage de la donnée. Donc, un chapitre sur la géopolitique écrit par deux professeurs de Neuma,
Un sur la donnée dans le luxe, une auteure qui a quelques vides ce matin. Et puis, Édouard, toi, tu étais dans le domaine de la banque. Un sujet sérieux. Absolument sérieux. Oui, et j'ai oublié de préciser, je travaille actuellement dans une fintech, mais j'étais, jusqu'à il y a 2 ans, je travaillais pour JP Morgan à Londres, dans différentes fonctions. Donc, la banque d'investissement américaine. Donc, moi, j'ai voulu un petit peu aborder les sujets que j'ai pu observer, notamment mon passage dans le département IA et Machine Learning de la banque d'investissement, où la première chose c'était un peu relater mon expérience, ce que j'ai vu de bien, de moins bien. Le moins bien, c'est que je suis intervenu en fait à un moment où rebooté, c'était la version 2 en fait de ce qu'on qualifie parfois de Center of Excellence, ou voilà, de cet effort à amener de l'analyse data, de l'intelligence artificielle. Et puis et j'ai pu voir en fait des choses qui, à mon avis, sont très très communes en fait qu'on a pu voir au cours des dernières années, c'est-à-dire on se dit tout d'un coup, d'un point de vue entreprise, on a besoin d'investir dans l'IA, on a besoin d'investir dans la data, allons-y, on sort le carnet de chèques. Et puis, par rapport à ce que disaient peut-être une ou deux personnes juste avant, on oublie que c'est très bien d'avoir des spécialistes, des ingénieurs, données, intelligence artificielle, mais que ça ne peut pas aller sans l'expertise métier. Donc, c'est un des angles en fait que j'aborde dans le chapitre, qu'on ne peut pas, absolument pas dissocier le métier de l'aspect ingénierie. Sinon, c'est voué nécessairement à l'échec. Hein. On se retrouve avec de très beaux projets d'un point de vue peut-être intellectuel, mais qui n'ont pas nécessairement de sens d'un point de vue business. C'est un des premiers points que j'ai abordé. Il y a également la mesure du retour sur investissement. Je pense que c'est très important de se poser des questions très concrètes, en fait, c'est-à-dire de prendre de faire du reverse engineering, de se dire, voilà, combien va me rapporter ou combien vais-je économiser avec mon projet d'IA ou mon projet de data de point de vue plus général, et puis d'en faire découler à partir de là quels pourraient être des indicateurs, plutôt que faire l'inverse en se disant, voilà, combien j'ai d'utilisateurs, en pensant que ça va être un indicateur intéressant, par exemple. Et puis, autre chose que j'aborde, c'est peut-être d'avoir une vision un peu stratégique, en fait, tout ce qui est budget. Moi, j'ai pu me rendre compte, en fait, comme quelqu'un disait, faire des modèles, des algorithmes, c'est très bien, mais en général, on perd beaucoup de temps à faire de l'ingestion de données. On perd beaucoup de temps à la mettre en production de ces algorithmes. Et quand on a le luxe d'être dans une entreprise qui a des groupes spécialisés dans l'ingestion et dans la production de données, l'articulation reste compliquée. Donc, c'est important, en fait, c'est un peu compliqué de rentrer dans les détails sur ce sujet, mais on peut vraiment transformer les budgets, la manière avec laquelle on rémunère en interne différents groupes, comme une arme qui permet finalement de vraiment s'approprier d'autres fonctions de support. Et puis enfin, dire tout simplement que quand on déploie dans une entreprise des sujets data, des sujets d'intelligence artificielle, on a souvent intérêt à commencer par des choses assez humbles, des processus assez manuels, parce que c'est là où finalement il y a peut-être le plus de choses à faire le plus rapidement, plutôt que se lancer encore une fois. Et je me réfère peut-être à mon propos introductif sur les ingénieurs sans le métier, à faire des choses qui ont l'air fantastiques sur le papier, mais qui finalement ont un retour sur investissement peut-être pas optimal. Ce qui est important, en fait, c'est des choses en fait qui sont concrètes, qu'on va pouvoir, sur lesquelles on va avoir un retour sur investissement rapide. En banque, par exemple, ça va être de la réconciliation. C'est pas très drôle, c'est pas très sexy, mais par contre, il y a énormément à faire. C'est un domaine sur lequel il y a une automatisation qui peut être avec un retour sur investissement important et rapide. Merci beaucoup. Alors, en tout cas, j'espère que ça vous a donné envie de lire le livre que vous avez tous entre les mains ou vous aurez tout à l'heure. Moi, j'ai 2 questions à chacun d'entre vous. Puis là, pour le coup, l'ordre, c'est ceux qui ont envie de répondre en premier. Une de fond, une de forme. La question de fond, vous êtes tous quand même assez experts dans vos domaines autour de la data. Si vous aviez envie de partager avec l'assistance ce qui, pour vous, est l'enjeu majeur, la tendance majeure, la question majeure des 2 prochaines années autour de la data, ce serait quel focus que vous voudriez partager avec l'assistance? Alors, je vais peut-être taper trop. Qui se lance? Je vais pas faire. Moi, je veux bien. Comme ça, je continue. Voilà, ils sont avancés. Je peux plus m'arrêter. Je pense qu'il y a un problème d'offre et de demande en termes de compétences. En tout cas, à l'instant T, on va voir ce qui se passe actuellement sur les marchés, sur le financement des boîtes de tech. Est-ce que ça va changer un petit peu cet équilibre? Je pense que ça va un petit peu réduire l'écart. Mais clairement, c'est un phénomène qui est connu. Hein. On manque de talent
dans le domaine de la donnée, dans le domaine de l'IA, et puis dans les domaines un peu plus précis dont je parlais, qui est, voilà, il faut des ingénieurs, des ingénieurs data pour accompagner les spécialistes en intelligence artificielle. Il faut des ingénieurs en opérationnalisation de process. Et ça, on en manque un petit peu partout. Donc, je pense que ça va être un goulot d'étranglement. Je pense qu'il va un petit peu s'améliorer pour deux raisons. Un, il y a un petit peu moins d'argent dans le système qui, a priori, qui va arriver dans les prochains semestres. On voit ce qui se passe actuellement. Et puis, d'autre part, finalement, les universités, soit formelles comme Neoma ou des processus universitaires, mais aussi des choses un petit peu plus alternatives comme le wagon, par exemple, forment quand même de manière assez rapide des cohortes de nouveaux ingénieurs, de nouveaux spécialistes de données. Donc, ça va encore une fois réduire le gap, mais ça va mettre un certain temps. Ouais, la compétence. Il n'y a pas que des ingénieurs, hein, parce que même Nicole. Pas des ingénieurs, je ne suis pas ingénieur moi-même, par exemple. Il y a des profils, des programmes qui sont dédiés à ça, Théma ou certaines masters spécialisées. André. Moi, l'un des enjeux majeurs que je vois, ça va être la gestion de ces données. C'est-à-dire que est-ce que je continue à produire mes données gratuitement ou est-ce que je décide de les vendre? Tout simplement. C'est-à-dire qu'on est tous aujourd'hui des grands producteurs de données à titre personnel ou à titre professionnel. Bien entendu, on sait toujours que quand c'est gratuit, c'est nous produit. Est-ce qu'à un moment, on décide de les rendre payantes? Et dans ce cas-là, on décide qu'est-ce qu'on rend payant et qu'est-ce qu'on ne rend pas payant? Ou est-ce qu'on continue à donner gratuit sans avoir de limite? Je vais rebondir là-dessus parce que ça suit. Pour moi, le grand enjeu qui n'est pas d'aujourd'hui, qui date déjà d'il y a quelques temps, c'est qu'au niveau de la donnée qui circule dans le monde, qui est en pleine explosion, on sait que le jeu a été plié par quelques gros acteurs, notamment dans le domaine du B2C. On ne citera pas les GAFAM, mais il y en a d'autres. Il a été plié sur la masse de données, sur le fait qu'on est devenu effectivement, on a gentiment donné à tout le monde nos informations. Alors ça, c'est pour le grand public. Maintenant, les entreprises françaises, elles ont tout un capital de données. Et il est temps pour elles d'assumer le fait que la colonisation, excusez-moi, le terme est un peu lourd, mais c'est quand même vrai, hein, la captation des données par les GAFAM est une forme de colonisation. Elle n'est pas indépassable. Et donc, je pense qu'il y a une prise de conscience, c'est pas un discours nationaliste que je fais là, mais il y a une prise de conscience des entreprises, je parlais tout à l'heure des TPE, PME et des ETI, sur le fait qu'elles ont un capital de données, qu'est-ce qu'elles en font, comment elles le valorisent pour leur utilisation, comment elles peuvent aussi le partager, le revendre, à des fins d'IA. Dans le chapitre que j'ai réalisé, hein, on a fait du reverse engineering en partant de l'IA pour dire combien était importante la small data, hein, la micro, il y a le big data, mais il y a aussi beaucoup le small data, la data qui va faire la différence. Et ça, c'est un grand enjeu aujourd'hui. Alors, il n'y a pas que moi qui le dis, le rapport Villeni l'a dit en 2017, peut-être 15, j'ai un trou, et la Commission européenne, dans son projet pour 2030, hein, avec Thierry Breton à la tête, hein, qui insiste sur bâtir un marché européen de la donnée qu'il faut comprendre comme étant, encore une fois, comment les entreprises françaises, européennes, finalement s'émancipent quelque part et deviennent pilotes de leur propre avenir sur la donnée, leur valorisation et leur utilisation. Et ça, je pense que c'est un grand enjeu, un soubassement. Je finirai juste là-dessus. Évidemment, tout ce qu'on a dit avant est essentiel. Les compétences, la techno, les investissements, la maturité, le management. Les entreprises qui doivent y aller commencent à le faire. Sur le sujet que j'ai évoqué, je pense que c'est un enjeu majeur. Et au-delà, il y a des chapitres sur la géopolitique et la donnée. Alors, pas mal d'enjeux. Effectivement, bon, j'ai évoqué tout à l'heure la cybersécurité. Les compétences me paraissent vraiment critiques, justement, parce que ça permet d'accompagner tout ce qui se passe autour de ces transformations, de cette infusion de la tech. On peut parler aussi d'éléments plus liés à l'approche de la data ou la culturation de la data au sein des organisations, des entreprises, autre élément important, la virtualisation des données. Mais je vais focaliser sur un élément important qui me paraît intéressant, c'est l'hybridation des données, qui est un peu de l'ancien nouveau, mais qui touche un peu plus, je pense, beaucoup plus d'entreprises par rapport à d'autres aspects que je viens de citer avant. Et effectivement, dans cette logique de cerner ou de construire la connaissance avec un questionnement même sur les frontières de la connaissance, parce que
il faut reconnaître que la tech a ouvert l'appétit des entreprises. Maintenant, on ne veut plus juste connaître ce qu'on n'arrivait pas à connaître avant, mais à en connaître davantage. Et donc, d'où les enjeux justement de privacy et tout ce qui se passe, y compris au niveau de l'Union européenne, les RGPD, etc. Mais l'hybridation avec les différents formats de données, donc structurés, semi-structurés et totalement non structurés, et c'est un autre enjeu pour les entreprises parce que disposer de la donnée, l'organiser en interne, c'est une chose, mais arriver à avoir une approche hybride, voire une sorte d'intelligence situationnelle en fait d'exploitation de la donnée en fonction de la nature de la décision qu'on doit prendre, c'est une autre qualité, c'est une autre compétence qui n'existe pas partout. Et je trouve que ça, c'est l'un des éléments, y compris si on reste sur le volet juste prisme marketing, pour avoir cette fameuse vision à 360 degrés du client, comment je peux m'appuyer sur une hybridation, autant sur ce qui vient des réseaux sociaux, sur l'échange que peut avoir un client avec un commercial, un vendeur en magasin, sur ce qui se passe avec le centre d'appel ou le centre de relations clients, et comment je peux justement avoir une approche plutôt agrégée qu'une connaissance qui serait compartimentée, et donc du coup, une vision fragmentée de votre marché. Christine, une vision, je vais rebondir sur ce que j'ai entendu à quelques reprises, c'est au niveau de la notion de compétence. Effectivement, dont on entend beaucoup parler par rapport à la transformation digitale et peut-être au manque, effectivement, et au besoin de former de plus en plus d'ingénieurs, de préparer l'obsolescence, de programmer de certaines compétences et tout ce qui va autour. Et c'est, en tout cas, la vision personnellement que j'en aurais, c'est ne plus être spectateur finalement de ces données que l'on communique de façon très largement sur les réseaux sociaux, au sein même de son entreprise, mais d'être plus dans une logique de consommateur. C'est-à-dire, on agit vraiment, certes, on les diffuse, mais on agit finalement avec la donnée et par rapport effectivement à tout ce qui est mis autour. Donc vraiment, ne plus être uniquement spectateur, mais vraiment au cœur du acteur. Moi, j'aimerais évoquer un sujet qui n'est pas tellement connu, qui est celui de la sécurité, des sujets de sécurité très, très, très spécifiques sur l'intelligence artificielle que j'évoquais à la gendarmerie la semaine dernière. Typiquement, la capacité qu'on a aujourd'hui, par exemple, d'empoisonner, entre guillemets, un réseau de neurones. Et donc, on peut attaquer des logiciels d'intelligence artificielle. Il y a vraiment des techniques, à la fois dans le monde virtuel, mais même dans le monde physique. Aujourd'hui, en simulant des pixelisations de panneaux, on peut tromper des véhicules autonomes. Et donc, il y a des sujets qui vont au-delà de la cybersécurité qu'on évoque justement aujourd'hui, qui sont des sujets sécuritaires très, très, très spécifiques qui sont liés à l'intelligence artificielle. En termes de sécurité publique et dans un moment très bouleversé au niveau géopolitique, il y a de nouvelles armes qui apparaissent. Et donc, il faut à la fois les comprendre pour essayer de s'en prémunir, parfois même aussi les utiliser de manière tactique. Donc là, il y a des sujets de sécurité assez singuliers qui demandent beaucoup, beaucoup de compétences aussi et de recherche. Alors, moi, je vais parler d'un point de vue d'un nouveau diplômant, du coup, parce que c'est vrai que là, on a un peu l'aspect qui vient du haut, entre guillemets, on va dire. Quand on est dans une école, en tout cas comme celle que j'ai faite, on nous parle énormément de l'international, etc. Et également, dans le milieu, ça ne fait pas vraiment rêver de rester en France quand on nous le vend en permanence. Donc, il y a une énorme fuite des cerveaux, on peut dire. Par exemple, moi, l'intégralité de ma promo, elle cherche à partir en Amérique du Nord, en Angleterre, voire en Asie pour certains, d'autres à Dubaï. Mais ils veulent absolument pas rester en Europe. En fait, ce qui se passe, c'est qu'en même temps, on a l'impression qu'on a besoin de compétences. Je pense qu'on a réellement besoin de compétences plutôt. D'un autre côté, il y a énormément d'entreprises qui sont extrêmement frileuses à passer ce cap-là. Et on est un peu dans un espèce d'incertitude. Alors nous, les élèves, on essaie beaucoup de partir, de s'en aller pour avoir une expérience extrêmement enrichissante, parce que comme on l'a évoqué vite fait, sur les GAFAM, toutes ces grosses entreprises qui sont indépassables, en tout cas celles qui font rêver les jeunes étudiants quand on entend parler, parce qu'elles ont beau avoir un côté non éthique qu'on connaît tous, elles ont une telle puissance de frappe d'un point de vue technologique ou même de capacité d'investissement qu'en fait c'est elles qui choisit ce qui va être qui peut faire ce qui est le plus intéressant. Et c'est vrai que quand on est jeune, on a un peu ce plaisir coupable de vouloir engranger le maximum de connaissances. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut énormément travailler, je pense, sur ce que les écoles essayent de retenir un petit peu plus
nos profils dans le pays pour pouvoir développer. Parce que sinon, on va continuer à partir, parce que c'est vrai qu'on parle énormément de cette mobilité internationale, et c'est vrai que c'est tellement devenu naturel qu'on se pose même plus la question. Merci. Florence. Je vais juste faire une petite réponse rapide. Ouais. Alors, avec le recul et 25 ans, c'est vrai que quand on sort de l'école, on a très envie de partir à l'étranger. Moi, la première, je suis partie à Francfort à cause de Francfort pour une mission. Par contre, c'est vrai que beaucoup rentrent au bout de quelques années et c'est ce qui nous permet de ramener aussi pour nos entreprises françaises un certain nombre de compétences. On a travaillé ailleurs, on a vu d'autres choses et c'est extrêmement enrichissant. Donc, ce n'est pas forcément quelque chose de négatif. Je crois pour tu vois, c'est un bon débat, c'est un sujet du sang. Voilà, et donc moi je vais faire plutôt une aparté. Ouais. Il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, c'est la blockchain. Donc, pour ceux qui aiment, il n'y a pas longtemps, je me suis plongée sur les NFT pour le domaine de l'art, parce que sexuellement, je m'occupe de l'animation du club art. Et en me posant sur les sujets blockchain, donc c'est un sujet autour de la donnée. Souvent, on met beaucoup l'IA comme étant quelque chose de très révolutionnaire. Les étudiants, on est beaucoup très attirés par les métaverses comme étant la nouvelle révolution. Et je pense que de mon côté, une des plus grandes révolutions qu'on connaît au niveau de la donnée, ça va être la blockchain. Actuellement, elle est vraiment cantonnée, limitée à l'image autour des cryptoactifs, des crypto-monnaies, donc Bitcoin, Ethereum. Bon, les monnaies de banque centrale vont arriver bientôt. Mais on peut l'utiliser pour beaucoup d'autres choses et ça, on ne s'en rend pas compte. Et c'est vraiment une autre manière de structurer la donnée. C'est-à-dire, tout le sujet qu'on a dans ce livre-là, c'est parler des données en disant j'ai une entreprise, j'ai un capital de données, comment l'exploiter, comment le gérer, comment le manager. La blockchain, c'est vraiment une façon de gérer un partage de la donnée décentralisé. Alors ça peut être avec des clients, ça peut être avec des fournisseurs. Et je dirais derrière ça, c'est pas qu'un cryptoactif. C'est vraiment un moyen de partager un contrat, des données, de les exécuter différemment. Et je pense qu'actuellement, on en est encore à une phase d'expérimentation qui est très pointue pour certains secteurs. On en fait d'autres usages qui sont plus ou moins intéressants, mais c'est vraiment une révolution en soi. Et je dirais, c'est un sujet qui peut paraître très technique. Les gens ont souvent le défaut d'en parler de manière très technique, mais pour beaucoup d'usages, c'est une grosse révolution. Donc, on n'en a pas parlé dans ce livre-là, mais voilà. Il y a un peu de blockchain dans le métaverse aussi. C'est principalement une bonne manière. Hein, exactement. Quand vous voudrez arriver, les gens très chics qui veulent se différencier dans le métaverse, ils pourront avoir leur sac Louis Vuitton. Qui paieront plus cher dans le métaverse. C'est Gucci. Alors, c'est Gucci, c'est ses produits, oui. Je pense qu'il reste Cyril et Nicolas qui peuvent parler. Mais moi, l'enjeu que je vois, c'est deux mots qui ont été prononcés, c'est maturité et frilosité. Nous, le frein que je vois le plus, parce que c'est moi qui suis la partie extérieure de l'organisation, qui rencontre les clients, c'est l'écart phénoménal qui entre ce que permet la techno, ce que l'entreprise peut accepter. Notamment sur des opérationnels, même les contacts, c'est des DG, patrons de BU, directeur marketing, directeur commerciaux, enfin surtout le directeur marketing des DG. Et très souvent, ça fait peur. Le directeur marketing, c'est très souvent, moi je suis encore là pour 2 ans, donc je ne vais pas me lancer là-dedans parce qu'il y en a pour 3 ans avant que ça ait des résultats. Donc moi, je ne vais pas m'emmerder avec ça. Ok, ça me fait rêver tout ce que tu me dis, mais quand je vois tout ce que ça va me demander comme effort pour le vendre en interne, de transformation, de change, d'accompagnement de mes équipes, sachant qu'un directeur marketing qui a 4 ans en poste, moi je suis là depuis 2 ans et demi. Dans 1 an et demi, je ne suis plus là, donc pas la peine. Et moi, ça, c'est vraiment un sujet, c'est-à-dire il y a effectivement une réalité du sujet, il y a une importance business, donc voilà, les impacts que ça, quand c'est intégré dans le business chez nos clients, c'est phénoménal. On a des activités e-commerce qui ne fonctionnent pas, puis qui, en quelques semaines de double de trafic, sont un vecteur de business absolument colossal. Mais quand on est en amont, on a très souvent c'est pas comme dans les bronzés, j'y vais mais j'ai peur, j'ai peur et j'y vais pas parce que j'ai pas envie, parce que je suis pas du tout rassuré là-dessus. Et tout ce que ça va générer derrière comme impact en accompagnement de Changeo, j'ai pas envie de me lancer là. L'anti-bronzé, c'est noté. Moi, je peux juste rebondir parce que justement, j'ai eu l'occasion de travailler sur alors, c'était pour travailler sur du juridique. L'idée, c'était d'automatiser un premier template pour un contrat. Donc, parce qu'il y a toujours la première phase, une phase de négociation d'un contrat. Et l'idée, c'est que souvent, ça prend un peu de temps. Le premier, de toute façon, il va toujours dans l'entreprise, il va toujours être négocié. Donc, l'idée, c'était d'arriver et de dire, OK, tu es par exemple une entreprise de la tech avec ces problématiques-là. Donc, je te propose
ça, direct fait, on peut en discuter tout de suite. Et la première chose qu'on nous a dit, c'est je vais perdre mon emploi. Et alors, il y a énorme, on s'en rend pas compte, mais ça fait extrêmement peur à beaucoup de gens. Et le but, c'est pas que ça leur enlève leur emploi, c'est que tout ce qui est pénible à faire et qu'ils puissent se concentrer sur des tâches extrêmement importantes. Un autre cas de figure, ça pourrait être le médecin. Dans plein de cas de figure, le médecin, il va répéter 80% du temps toujours la même chose. Et il y a 20% du tout, c'est très grave, où il faudrait qu'il ait le maximum de temps à réfléchir. Il n'est pas capable de le faire. Et en fait, il y a plein de cas comme ça où c'est même pas de la haute technologie en plus. Ça peut être fait simplement, mais assez facilement. Et c'est vrai que l'un des plus gros facteurs bloquants, et je reprends l'exemple de l'hôpital, c'est l'infrastructure. En fait, la vraie révolution dans l'IA, ça n'a pas été la technologie, parce que les connaissances mathématiques, on les a depuis les années 70, 60 même, et même dans certains cas, même antérieurs. En fait, ce qui a vraiment révolutionné, c'est la puissance de calcul. Et quand on voit, par exemple, l'infrastructure d'un hôpital, c'est dépassé. Donc, avant de pouvoir rentrer dans tout cet aspect très data, il faudrait, dans pas mal de secteurs, à mon avis, faire une remise à niveau de plein de... On est dans la salle des co-auteurs du livre sur la santé, vous allez discuter autour d'une coupe de champagne. Je suis juste pas tout à fait d'accord avec toi sur la première partie, parce que ça me semble être justement l'idée de dire, ah, mais attendez, vous allez pouvoir vous concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Moi, de mon observation, je pense que c'est un discours un peu corporate pour essayer de rassurer les gens. La réalité, c'est qu'il y a une finalité quand même qui est d'économie. Certes, il y a une partie des gens qui vont pouvoir, si on prend une équipe de X nombre de personnes, il y a 30% des gens, peut-être les meilleurs, entre guillemets, qui vont pouvoir se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Je pense qu'il faut être réaliste. L'idée, c'est aussi de pouvoir, justement, la taille de ces équipes pour lesquelles on automatise. Ce ne sera pas vrai tout le temps. Je pense qu'il y a un petit peu de cynisme à dire et ça permet de faire passer la pilule. Ne vous inquiétez pas, vous allez pouvoir vous concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. C'est pas un discours qu'on entend, ça fait des années qu'on l'entend. Oui, mais je pense que la réalité sur le terrain est différente et qu'on se cache un petit peu derrière cet argument pour faire passer la pilule. Moi, j'ai juste une chose qui m'intéresse pour l'avenir, c'est on parle de la data comme un actif et en fait, par exemple, mon PDG, il ne la voit pas du tout comme un actif parce qu'elle n'est pas dans son bilan. Et j'aimerais bien que le sujet autour de la formalisation comptable de la data, des processus de data management qu'on met en œuvre justement puisse aboutir à quelque chose de plus formel et que les échanges de data, que les efforts autour de la data apparaissent dans le compte de l'entreprise. Dans un an, le livre sera sur la valorisation des actifs, donc ça tombe bien. Super transition, ça je la note. Merci beaucoup. Moi, ma dernière question était plutôt de forme cette fois-ci. C'est l'exercice d'avoir écrit un chapitre d'un livre. Alors, certains d'entre vous, c'est la première fois. D'autres, les professeurs, un chapitre, c'est rien, on est habitué à faire 450 pages. D'autres, je sais, ont déjà fait des livres, donc c'était, je sais pas comment exercice. Juste partager avec l'assistance un peu, c'est quoi cette expérience? C'était rigolo, une torture, une horreur? Comment vous l'avez vécu? Là, je vous laisse vous exprimer comme vous voulez. Pour ceux qui ont envie de s'exprimer. Allez, Florence. Première fois que je rédige pour un livre, donc première expérience. J'ai un peu triché parce que j'ai réutilisé des travaux que j'avais faits antérieurement. Par contre, en fait, ce que je trouve merveilleux en ayant fait ce livre-là, c'est de voir la diversité des profils, des points de vue. Et ça fait vraiment un livre par sa diversité qui le rend vraiment intéressant. Et ce n'est pas un livre qui est que pour les techniciens et les chefs de projet qui travaillent dans la data. Je crois que là, c'est vraiment bien parce qu'on a aussi un certain nombre de chapitres qui parlent bien au niveau fonctionnel. Et comment je l'ai vécu? Il faut imaginer, ça vous ne le savez peut-être pas, mais le projet du livre, il a commencé plein confinement. Donc, l'édition, en tout cas, on a reporté la sortie du livre. Et la relecture du livre, parce que le plaisir d'un co-éditeur, c'est de relire tous les chapitres pour les coquilles, n'est-ce pas, est arrivé beaucoup plus tard, à un moment où j'avais une masse de travail assez astronomique. Joël Murphy, ça s'appelle. Donc, voilà. Donc, j'ai vécu la relecture d'une manière un petit peu moins zen. Mais voilà, ça a été, c'est le plaisir de voir aussi le livre sortir à la fin. Donc, merci à Jean-Michel. C'est ce qui m'a surpris quand Jean-Michel a lancé le mail en disant ceux qui sont intéressés, etc., pour se positionner.
Et quand j'étais pas sûr, quand il m'a donné les délais en me disant c'est pendant 18 ou dans 24 mois, je me dis, attends, mais moi, un bouquin, j'écris ça en un mois ou deux, donc je ne comprenais pas en fait ce délai qui était donné. Effectivement, moi, comme à l'école, j'ai attendu la dernière minute, le dernier mois. Oui, alors ça, je vous avais quand même dit de pas le faire. Hein. Mais j'étais très. Après, c'est différent, j'ai publié 6 bouquins et j'ai mis 200, 1300 articles, donc c'est vrai que j'ai l'habitude, puis j'écris assez vite. Mais j'étais vraiment très, très surpris. Et moi, j'ai eu du mal à gérer ce projet très, très long pour moi. Alors que le problème, c'est que quand on écrit sur le digital, dès qu'on publie, c'est périmé. Moi, j'ai publié des bouquins chez Duno, un bouquin chez Duno qui sort au mois de mars. Vous le rendez chez Duno au mois de septembre. Il faut fin septembre. Donc déjà, entre fin septembre, après la relecture, la préimpression, etc., l'impression, la diffusion, donc fin septembre pour février ou mars, quand on est sur les réseaux sociaux qui changent toutes les semaines, le bouquin, si je commence à l'écrire en majeur, c'est pas possible. Je peux pas écrire, je peux pas mettre plus d'un mois à écrire un bouquin, ce n'est pas possible. Parce que déjà, quand il sort, il est périmé de 6 mois. Si en plus il est périmé de 2 mois, c'est cool. Donc moi, j'écris vraiment très, très vite sur ces sujets. Et j'étais très, très surpris par cette différence de gestion de relation au temps dans ce projet. Parce que toi, tu es un peu un professionnel, tu sais faire ça. Je peux te dire que certains autres, 18 mois, c'est un peu court. Je sais pas, je vous laisse témoigner. Oui, je confirme, quand tu as donné les délais, je fais bon, ça va, j'ai un peu de temps. Erreur stratégique majeure. On va regarder. Donc au début, j'avais plein d'idées, je les mettais, puis après, je suis passé à côté. Peut-être 4-5 mois sont passés. Là, j'ai commencé à sérieusement, la goutte de sueur, oula, c'est dans 3 mois. Et heureusement que finalement, ça a été décalé. Et là, en fait, je me suis structuré pour l'écrire. Donc, je me suis forcé, je me suis casé ça dans mon agenda professionnel où j'avais peut-être dans la semaine 2-3 heures systématiquement où je me suis forcé à avoir du temps pour l'écrire. Et là, je me suis dit que c'était très difficile. Mais le bon côté, c'est que comme effectivement, c'est un bouquin où on doit vulgariser, que c'est pas pour des spécialistes, ça m'a forcé à vraiment vulgariser mon métier, vulgariser la data. Et j'ai vu l'effet qui se coule, où quand je parle de ma société, où nous, on s'adresse aux PME, aux ETI, le mot data, c'est abscon, quasiment. Ils arrivaient complètement à comprendre ce que je disais. Et donc, je me suis dit, c'est un bon côté. Et le deuxième côté, c'est que j'interviens également en école de commerce où j'enseigne les outils digitaux pour les commerciaux. Et là, ça m'a permis vraiment en fait, j'ai tiré le fil du livre qui m'a permis de poser mes cours avec des mots très simples, sans aucun anglicisme, sans aucun mot technique. Et en fait, je me suis forcé à trouver des exemples pour expliquer à quoi servait la data pour les commerciaux. Donc, je trouvais ça plutôt intéressant. Et là, je me suis posé la question à la fin, parce qu'en même 1 an et demi pour un chapitre, c'est quoi un livre en entier, quoi. Et je suis pas sûr de pouvoir le faire. Merci. Qui d'autre veut témoigner? Autour d'expérience? Je veux bien. Vas-y. Pour ma part, excusez-moi, c'était une première fois, donc un challenge personnel. Et je remercie en tout cas toute l'équipe de Nomad de m'avoir laissé l'opportunité aussi d'écrire ce chapitre. Donc challenge personnel, le sentiment aussi, est-ce que j'ai la légitimité pour le faire et sur en tout cas les connaissances et mon expérience professionnelle. Et j'ai trouvé en tout cas l'exercice très intéressant. Comme ce qui a été dit, effectivement, parfois j'ai laissé un petit peu couler le temps, mais j'étais régulièrement rappelée à l'ordre par Jean-Michel, donc ça permettait de bien timer en tout cas les différentes étapes. Et surtout, en tout cas, c'est un peu peut-être au début la peur de la page blanche, mais pas arriver à construire finalement l'organisation et la structure de son chapitre, mais en vrai, au final, on se prend vraiment au jeu. On est vraiment dans l'article. On a vraiment envie, en fait, de vous diffuser, notre connaissance. Et donc, en fait, c'était un vrai plaisir. Je ferais pas ça tous les jours. Ceci pas. Quelqu'un d'autre veut témoigner? Donc, moi aussi, c'était la première fois que je me livrais à cet exercice. J'avais suivi très scrupuleusement les instructions de Jean-Michel. Je m'étais même fait un tableur Excel en disant, alors j'ai le droit à 2000 mots, donc ça va en faire 300 pour ce chapitre-là, 300 machin, j'avais des pourcentages d'achèvement, de la projection, à quelle date j'allais finir, etc. C'est bien qu'il maîtrise à deux. Mais en région, c'était pas 2000 mots, c'était 2000 caractères. Alors là, ça a été le grand match combat parce qu'il a fallu que je sabre sévèrement, moi qui avais pris le temps d'en profiter pour moi de faire des recherches depuis quand, les datas, les années 60, le programme Apollo, etc. Donc j'étais super content de ce que j'avais écrit du livre. C'est plutôt 20-30 000 caractères en fait, un chapitre. Hein. Oui, bon, je plus en tête, mais donc j'étais très content, j'avais presque écrit un livre. Et là, il a fallu sabrer, et du coup, ça allait beaucoup plus vite parce qu'on se concentrait que sur l'essentiel. Mais la plus grosse difficulté, ça a été, comme tu l'as dit tout à l'heure,
de trouver les mots en français. Parce que on parle, moi je travaille en anglais, ce data management et toute la data, tous les termes sont anglais. Donc c'est beaucoup plus classe de parler de data lineage que de lignée de la donnée. Enfin, je veux dire, c'est un peu bizarre. Donc voilà, ça a été un exercice intéressant aussi de ce point de vue-là. D'accord. Merci pour ça. Moi, je vais aller dans le même sens que tout le monde. J'ai accepté cette mission. J'étais entre deux jobs, donc ça me semblait relativement confortable et à l'aise. Et puis évidemment, j'ai fait ça à la dernière minute. Mais pas des exemples. Hein. Non, très mauvais exemple. Mais j'ai apprécié l'exercice. J'ai apprécié, même si c'était effectivement dur parfois, parce que j'étais un petit peu j'ai apprécié l'exercice pendant que je le faisais. J'ai trouvé une vraie satisfaction. J'en ai une encore plus grosse en ayant fini et une encore plus importante en voyant le retour de l'éditeur. Moi, c'est un peu un fail sur le côté avoir vulgarisé la chose, parce que je l'ai passé à mon père après l'avoir écrit, qui m'a dit, pourtant il est expert comptable, il a une certaine appétence business, mais il m'a dit, c'est pas mal, mais j'ai pas tout compris. Donc je pense que j'ai pas fait l'exercice de vulgarisation que j'aurais peut-être dû faire. Et puis pour finir, c'est intéressant, c'est écrire dans un livre ou écrire un livre, c'était un rêve que je ne savais pas avoir, mais et au final, je suis très très content d'avoir fait. C'est vraiment une fierté. Est-ce que je peux rebondir? Parce que moi aussi, j'ai fait lire mon chapitre à ma maman qui était prof de français à la retraite, donc elle était ravie de pouvoir exercer ses talents. Et elle m'a dit, au bout de 25 ans, je comprends enfin ce que tu fais. Parce que toi, tu as réussi. Et donc ça, c'était aussi la vulgarisation. Oui. En fait, je réitère ce que je disais tout à l'heure, j'ai trouvé ça très intéressant justement de mutualiser ces contributions entre professeurs, chercheurs et des anciens et professionnels experts. L'exercice était un petit peu challengeant dans le sens où, par rapport à la nature du bouquin et l'axe principal, je vacillais par moments entre une abstraction nécessaire, parce que finalement, autour de la tech, contrairement à ce qu'on peut penser, il y a pas mal d'abstractions et d'aspects conceptuels, mais aussi de devoir fournir des pistes, de redescendre à la pratique, etc. Et bon, cet exercice, cette gymnastique intellectuelle, je l'ai vraiment savouré tout au long de l'écriture. J'aimerais par la même occasion remercier tous les experts aux petits contributeurs qui ont participé à des mini-cas en fait, que vous trouverez dans mon chapitre, que ce soit Amazon, HSBC et d'autres boîtes qui ont gentiment accepté de donner des petits zooms pour appuyer un petit peu le développement que j'avais fait. Quelqu'un veut dire un dernier mot sur ce sujet? Non? Alors, je vous propose, s'il y a une ou deux questions de la salle, c'est le moment de la poser. Sinon, après, on va tous se retrouver, là, c'est pas fini, autour du cocktail, pour discuter en petits groupes, dédicacé pour ceux qui veulent. Alors, est-ce qu'il y a une question? Allez, il y en a une là, deux. Bonjour à tous, bonsoir. Pascal Taureau, ça fait à peu près 20 ans que je travaille dans le numérique et digital, donc commercial de compte. Donc, j'ai écouté ce que vous avez dit. Alors, je suis un néophyte intéressé par la donnée. Je ne connais pas grand-chose, si c'était l'intérêt d'assister à cette conférence, de lire ce livre. Néanmoins, il y a une notion qui m'a un petit peu dérangé et ça me fait penser à la conférence qui est venue sur l'intelligence artificielle à l'apogée en fin d'année dernière. On met tout et n'importe quoi dans l'intelligence artificielle et quand je vous écoute pour parler, je vois aussi une vision un peu tronquée de ce qu'est l'intelligence artificielle. Alors certes, c'est très utile pour analyser des données. L'intelligence artificielle, c'est un concept marketing qui a été créé en 1995. Comme tu disais, ton cred, pour remonter à Ada Lovelace, donc au 19e siècle, pour parler déjà d'intelligence artificielle, si on voulait. Donc, c'est pas nouveau. On parlait avant, dans les années 60-70, de système expert. Mais c'est pas là où je veux en venir. Quand vous parlez d'intelligence artificielle dans les chapitres 1, 5 et 15, j'ai dû survoler, je ne l'ai pas lu, vous parlez beaucoup de machine learning. Le machine learning, c'est regarder l'intelligence artificielle par le petit bout de la lorgnette. L'intelligence artificielle, c'est simuler l'intelligence humaine. Une calculatrice, c'est de l'intelligence artificielle. Elle simule le calcul que l'on fait, on fait des mathématiques. Avant, on faisait avec des bouliers à la main. Une calculatrice, elle le fait mieux que nous et de façon plus chère. Quand on est sur le langage, pas sur le traitement d'image,
d'autres types de traitements de données. Et quand on est sur l'analyse du langage, le machine learning n'est pas la technologie la plus pertinente aujourd'hui pour analyser le langage, a fortiori s'il y a des multi-intentions. Donc c'est vrai que j'étais un petit peu déçu quand j'ai survolé le livre et je voulais vous intervenir là-dessus. Est-ce que voilà, sur l'IA symbolique, est-ce que ça vous parle, les travaux de Max Steve, de John Steve, etc. Je vais prendre la réponse, c'est une très bonne question. Aujourd'hui, en entreprise, ce qui domine, c'est l'IA dite faible. Ce que vous évoquez beaucoup, c'est l'IA qu'on appelle peut-être un peu l'IA forte, enfin, l'IA où la machine est censée, même si aujourd'hui, récemment, gâteau avec Google et le nom de la société m'échappe, c'est OpenMind, je crois. OpenMind a lancé, soi-disant, et a priori c'est contesté, mais une intelligence artificielle nommée Gâteau qui est capable de traiter 600 tâches. Et ce qui est important dans les 600 tâches qu'elle traite, c'est que c'est des tâches très différentes. Dans l'IA faible, que ce soit en utilisant des algorithmes dits random forest qui sont effectivement très très proches de la régulation logistique, finalement, c'est pas la même chose, hein. On a un ingénieur qui nous dira, et je peux vous le dire aussi, je peux vous en parler. Et à côté de ça, on peut aller jusqu'aux réseaux neuronaux, donc avec le deep learning. On a effectivement un univers vaste, mais on reste dans une IA faible où, grosso modo, on pose une question au programme, elle donne une réponse. Et vous avez raison, c'est assez frustrant parce que quand on donne le terme intelligence artificielle, on a l'impression qu'on va avoir un robot qui va arriver et qui va répondre à toutes les questions, qui va faire le café, un peu ce que vous avez dans les derniers épisodes d'Alien, pour ceux qui l'ont vu, avec des intelligences finales et qui sont des IA fortes. Donc effectivement, aujourd'hui, en entreprise, la réalité, c'est l'IA faible. Et dans 80% des modèles qui tournent, la réalité de l'IA faible, c'est le machine learning. Même si c'est en train de changer, même si les réseaux neuronaux sont en train d'arriver sur la reconnaissance d'images, dans la santé pour aider les radiologistes à identifier certaines choses, mais aujourd'hui, c'est la réalité. Aujourd'hui, ça ne veut pas dire que demain, ça le sera. Un second chapitre. Ouais, oui, et puis surtout, j'ai réalisé une application ça ne sert pas à grand chose, mais en gros, ça génère de la poésie. Alors, ça marche très bien, c'est très élégant. Souvent, c'est très inventif, mais en fait, je pense que si on lisait tout ce qu'on lui a donné, on trouverait. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que effectivement, c'est pas on dit intelligence, mais c'est pas intelligent. En fait, c'est un espèce d'émulateur géant. Ça copie souvent très bien, souvent mieux que nous. Dans certains cas, c'est plus performant qu'un humain. Donc, c'est des tâches très très pointues, très précises. Mais en l'occurrence, donc pour ce qui est le texte, il existe plein d'algorithmes, on peut en citer vraiment beaucoup. Et c'est vrai que tout ce qui est là, on va tomber dans ce que vous disiez, plutôt l'aspect deep learning, l'apprentissage profond, les réseaux de neurones, comme on entend parler. Mais par exemple, quand vous utilisez Google ou Alexa ou tout ce qu'on veut, c'est ça en fait. C'est ça qu'il y a derrière ces algorithmes-là. Oui, mais là, on est sur un traitement statistique. Et donc, exactement. Donc, quand moi, quand je faisais mes exercices, je ne connais pas l'IA symbolique. L'IA symbolique, c'est un peu dire s'il y a ça, on fait ci, s'il se passe ça, on refait ci. Les premiers agents vocaux, alors pour la petite anecdote, oui, non, même pas ça. À l'époque, c'était, par exemple, il y avait beaucoup d'appels téléphoniques, on les reçoit tous, ces gens qui nous démarchent. Donc, ce qu'ils avaient fait 21 phrases, je crois, et en fait, ils les redisaient en boucle, avec un peu des intonations humaines. Sauf qu'en fait, c'était un scénario. Alors, c'est très drôle à écouter, vous pouvez regarder sur Net. En fait, juste, c'est un humain, on a l'impression que c'est la même voix, enregistrée, et c'est séquencé. Et ça rapproche à l'IA symbolique. Ça marche très bien. Souvent, c'était très utilisé au début des chatbots, etc. Donc maintenant, on fait des choses beaucoup plus subtiles et techniquement jolies et puissantes. Mais c'est toujours de l'émulation. C'est toujours, on donne des phrases, on donne beaucoup de phrases, il trouve des relations il faut imaginer une espèce de bulle d'information, et lui va piocher et structurer tout ce qu'il y a dans cette bulle, et recréer des choses qui sont dans cette bulle, toujours en permanence. Il va jamais être, on peut appeler ça de la créativité, mais c'est pas comme on se l'imagine, il va pas imaginer quelque chose qu'il n'a pas déjà vu. Et c'est toujours ça. Je pense qu'on va proposer à la rentrée une conférence du Club Digital sur le sujet. Dans l'avant-propos, on a eu un schéma assez connu d'Henri Isaac, à Dauphine, qui avant était professeur ici, qui explique effectivement l'intelligence artificielle, c'est pas que le machine learning, ça va au-delà, il y a le deep learning, il y a des neurones, etc. Mais peut-être que ça vaut le coup de faire une conférence sur le sujet, parce que je sens que ça devient passionnant.
Allez, Bah, je redis- question, puis après, Je redis juste, Jean-Michel, quand même, qu'aujourd'hui, et ça je peux vous le dire, aujourd'hui, l'IA qui est utilisée en entreprise, arrêtez-moi si je me trompe, hein, mais c'est à 90% de l'IA faible. Et dans cette IA faible, c'est essentiellement du rendement forestier. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses qui sont en train de se faire. Mais nous, quand on vend à Total, enfin, quand on vendait à Total, à tous les boîtes du CAC 40 et les boîtes internationales, un score de prédiction de défaillance d'entreprise sur lequel ils vont juger effectivement et qu'on leur propose de remplacer parce qu'il y a une performance de 20% supérieure. Donc ça paraît assez logique. Et en plus, comme on était gentil, on leur a dit c'est le même prix. Voilà. Donc normalement, il n'y a pas de problème de prix. Et ben déjà ce challenge, en leur expliquant le random forest, qui est assez facile à expliquer. Hein. Le random forest, c'est vraiment le plus simple. On labellise des données, on donne des résultats, la machine reconstruit à partir des résultats et des données qu'on a, elle trouve des corrélations, des pondérations qui vont faire qu'elle trouve un chemin logique ou des chemins logiques qui vont faire que, ensuite, quand on lui posera une nouvelle question en disant est-ce que cette entreprise va tomber en défaillance dans 12 mois, basée sur son modèle de test, elle va réutiliser les chemins qu'elle a montés pour donner la réponse. Eh bien, ça déjà, ça effraie, pour plein de raisons qu'on a évoquées, de maturité, de perte d'emploi, de restructuration. Donc, on s'imagine, si on passe dans les réseaux de Europe, et alors si après-demain, on venait aux entreprises à passer dans l'IA forte, qui de toute façon est expérimentale, c'est vrai qu'il y aurait un gap. Mais vous avez raison, on a beaucoup parlé de l'IA faible, parce que c'est l'IA d'aujourd'hui dans les entreprises. Je m'interrogeais sur la dimension collaborative de cet ouvrage collectif, savoir si un plan avait été fait initialement, il a été respecté, ou s'il a évolué au fur et à mesure du début d'écriture et que chacun a pu échanger sur les chapitres des autres pour éviter les trous dans la raquette, les redondances et faire en sorte que l'ouvrage globalement a une cohérence et a un sens général. Alors, il y a deux choses. Le rôle un peu de cohérence, c'était Florence et moi qui le faisions. On n'a pas réuni les 17-18 auteurs ou co-auteurs ensemble. Et une des raisons pour lesquelles on ne fait pas ça, on l'avait fait la première fois, c'est une cata, c'est que là, enfin, allez, je peux le dire maintenant, on est en fin de soirée, là, vous avez des héros, parce qu'eux, ils sont allés jusqu'au bout. Mais il faut savoir qu'environ un tiers de ceux qui disent de le faire annoncent qu'ils abandonnent la semaine avant de remettre. 1 an et demi après. Un tiers. Donc, grosso modo, là, il y a 16 chapitres, donc les 2-3 noms, on va avoir 17-18 co-auteurs. À une semaine de la fameuse deadline donnée 1 an et demi avant, il y avait 25. Une partie de 500. Je comprends mieux les mails maintenant. D'où une sous pression de ma part pour arriver à limiter. Et alors, bon, j'avoue que sur celui-là, ça commence à aller mieux. Et après, alors, je ne vous dis pas la richesse d'excuses. Pourquoi l'article, j'ai tout eu. Hein. Mais je ne vous répéterai pas, mais j'ai pas d'excuses. Et là, je me dis, c'est peut-être côté ancien étudiant, l'excuse, pourquoi je n'ai pas révisé, pourquoi je n'ai pas rendu mon devoir, et ben, je vous rassure, 25 ans après, ça marche toujours. J'en suis témoin. Bon, merci. Ce que je vous propose, c'est pas de se séparer. Il y a un cocktail qui nous attend, je vois Marion qui tient bien présence, qui nous attend à côté. Donc, n'hésitez pas à échanger, à demander des dédicaces aux auteurs histoires. Profitez-en. Je voulais vous remercier à tous pour votre collaboration. Merci à toi. Remercier nos permanents, Agnès, Marion et Elodie, qui étaient encore derrière, qui ont permis d'organiser cette super soirée. Et puis, profitez-en, parce qu'on va se séparer tout de suite. Donc, allez-y, et merci à tous. Merci beaucoup.